Troisième vidéo pour montrer comment le fœtus va déclencher l'accouchement. Et donc un plan en trois parties: déclenchement de la parturition, le rôle de l'ocytocine et le rôle de la noradrénaline et de la relaxine. Donc dans un premier temps, on peut regarder les hormones au cours de la grossesse. On a une fécondation ici, on a le temps qui est compté en mois à partir de cette fécondation. Alors vous avez les œstrogènes et la progestérone que vous connaissez. Normalement ici jusqu'à 0,5, c'est-à-dire un demi-mois, on a les hormones qui font un plateau puis diminuent et qui déclenchent les règles. Ici c'est pas le cas. Donc œstrogènes et progestérone vont augmenter tout au long de la grossesse. Pourquoi et à quoi ça sert? Vous avez également une nouvelle hormone qui apparaît après la fécondation, qui est l'HCG, l'hormone chorionique gonadotrophine. C'est une hormone produite par le jeune embryon et qui va être responsable de son maintien dans l'utérus et qui va surtout être l'hormone que l'on cherche à détecter dans un test de grossesse. Et enfin, vous avez l'HCS dont on va reparler dans ce paragraphe. La progestérone, c'est l'hormone qui est nécessaire au maintien de la gestation. Donc son taux augmente énormément au cours de la grossesse et vous voyez qu'au moment de l'accouchement, il chute. Au passage, les diapos qui vont venir, en grande majorité, sont issus du cours de licence sur la parturition qui est très bien et que vous trouvez à cette adresse. Les principales étapes de l'accouchement sont l'effacement du col qui se dilate, l'expulsion, puis la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta. Il y a des contractions intenses au moment de l'accouchement qu'on appelle le travail et on va voir comment celui-ci débute, donc grand A le déclenchement. Eh bien, il débute à cause d'un stress, un stress qui stimule l'hypothalamus fœtal. Alors ce stress, c'est le stress du fœtus qui se retrouve à l'étroit dans l'utérus parce qu'il a fortement grossi. Donc c'est un stress mécanique de compression, mais c'est aussi un stress métabolique parce que le placenta devient insuffisant pour alimenter correctement le fœtus, notamment en dioxygène et en nutriments. Et donc c'est ce stress qui déclenche la stimulation de l'hypothalamus du fœtus, qui est, comme chez nous, relié à l'hypophyse. Et ici, c'est une hormone qui s'appelle la CRH qui va activer l'hypophyse. La CRH, c'est ce qu'on appelle aussi la corticolibérine. Donc cortico, c'est une hormone qui va agir de manière indirecte via l'hypophyse sur les surrénales du fœtus et en particulier sur la partie cortico-surrénale. Cette stimulation de l'hypophyse a pour conséquence la production et la libération d'ACTH qu'on appelle la corticostimuline ou encore corticotropine. Donc corticostimuline, comme son nom l'indique, elle va stimuler les surrénales du fœtus qui vont transformer le cholestérol qu'elles contiennent en deux molécules qui nous intéressent, le cortisol, qui est un glucocorticoïde, d'où le GC qui est indiqué ici, et la SDHA, c'est-à-dire la sulfate S de androstérone, pardon, qui vont avoir différentes actions. Alors tout d'abord, dans cette première étape, qui est l'activation corticotrope du fœtus, donc c'est cet axe qu'on appelle l'axe corticotrope, qui va de l'hypothalamus au cortico-surrénal et qui conduisent notamment à la synthèse de cortisol, qui est la première étape
Et ce cortisol agit par rétrocontrôle, hein, vous connaissez les rétrocontrôles pour les hormones sexuelles, c'est-à-dire agit par contrôle sur l'organe qui lui-même le contrôle, mais c'est un rétrocontrôle positif. Donc ça va activer encore le mécanisme, produire encore plus de ces deux hormones, et encore et encore. D'autre part, il y a aussi du CRH et de la CTH fabriqués par le placenta qui vont activer l'hypophyse et les corticosurrénales. Deuxième étape, changement d'activité endocrine du placenta. Alors j'ai oublié de dire au début, c'est chez la brebis qu'ont été faites ces expériences. On verra quelques différences mineures chez la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de changement d'activité endocrine du placenta? Eh bien parce que la progestérone, appelée ici P4, est transformée en 17-hydroxyprogestérone qui se convertit en œstradiol, représenté ici par E2. D'autre part, sous l'action du cortisol, pardon. D'autre part, on a vu que la DHA, elle arrive au niveau du placenta et permet, elle aussi, la fabrication d'estradiol. De ce fait, il y a moins de progestérone parce qu'elle est transformée en œstradiol. Il y a plus d'œstradiol puisque on a ces deux sources nouvelles d'œstradiol. Donc la proportion œstradiol-progestérone va augmenter en flèche. C'est ce que j'ai noté ici. Troisième étape, cette augmentation du rapport œstradiol sur progestérone entraîne la rupture des lysosomes dans le myomètre, la libération d'enzymes qui s'appellent des phospholipases A2, qui transforment les phospholipides des membranes cellulaires en acide arachidonique, donc un acide gras que vous connaissez, qui lui-même forme des prostaglandines. Ces prostaglandines dont la quantité s'accroît, provoquent d'une part des contractions du myomètre, d'autre part le ramollissement du col de l'utérus, c'est-à-dire une dilatation du col. Donc c'est bien le bébé qui est stressé, mais aussi son placenta, donc c'est toujours les structures du futur nouveau-né, qui déclenche les contractions du myomètre de sa maman. On voit ici les variations des taux sanguins d'hormones placentaires chez la femme et on voit cette CRH, c'est-à-dire la corticolibérine fabriquée par l'hypothalamus, qui monte en flèche mais qui augmente déjà au 3e trimestre. Donc ça veut dire que l'accouchement est possible et surtout que des contractions vont être possibles au cours du 3e trimestre, même des contractions qui ne sont pas forcément déclencheuses d'accouchement. Mais c'est le trimestre, on va dire, à risque. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est chez la brebis. Ici, vous avez le schéma chez la femme. Alors, on retrouve quasiment les mêmes choses. La CRH qui stimule l'hypophyse. Ça n'a pas été représenté, mais on a également l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse. La CTH qui transforme le cholestérol en cortisol et SDHA, qui rétrocontrôle positif sur l'hypophyse, qui agit sur le placenta, qui augmente le 2. La différence ici, c'est que la femme ne possède pas l'enzyme nécessaire pour transformer la progestérone en œstradiol. Donc il n'y a pas de diminution du taux de progestérone chez la femme, mais quand même augmentation de l'œstradiol, puisqu'il y a cette voie qui fonctionne.
Ce CRF ou encore CRH, c'est la même chose, hein, soit facteur, soit hormone, c'est la même substance. Agit donc, on l'a vu, sur la CTH, qui agit sur la production de cortisol par les surrénales, ce qui initie la parturition. Les premières contractions, c'est à cela qu'elles sont dues. Mais aussi, ce cortisol va permettre la synthèse de surfactants pulmonaires. Alors, je vous ai montré dans la précédente vidéo la fabrication des poumons qui sont matures à 6 mois, matures mais pas avec cette substance indispensable pour vivre en milieu aérien. Et donc, il y a une adaptation du fœtus à la vie aérienne en dehors de l'utérus grâce à cette synthèse de surfactants due à l'action du cortisol. Ces premières contractions vont provoquer une pression sur le col de l'utérus et son progressif effacement qui va être responsable de la synthèse d'ocytocine et cela va entretenir la parturition, lui permettre de sortir au bébé. Donc première contraction, c'est à lui qu'on les doit. Les suivantes, on va voir que c'est un mécanisme réflexe, ce qu'on appelle le réflexe neuro-endocrinien de Ferguson, qui démarre donc du col de l'utérus avec des messages nerveux qui vont bien sûr se retrouver dans la moelle épinière. Ces messages nerveux vont croiser, ça on en a l'habitude, ça a été vu en terminale, pour arriver au tronc cérébral et arriver jusqu'à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un organe constitué de neurones, hein, c'est une partie à la base de notre cerveau. Ces neurones sont organisés en noyaux. Ces noyaux vont se localiser au niveau paraventriculaire et supraoptique, bon, peu importe. Et ces noyaux vont avoir les axones des neurones qui vont se diriger vers l'hypophyse postérieure. C'est pas celle que vous connaissez habituellement qui fabrique LH et FSH, l'antéhypophyse. C'est la neurohypophyse ou hypophyse postérieure. Celle-ci va, par d'autres neurones, libérer une neurohormone, puisque c'est une hormone fabriquée par un neurone, qu'on appelle l'ocytocine. Cette ocytocine va déclencher, va circuler dans le sang comme toute hormone et déclencher les contractions du myomètre. L'ocytocine est une protéine. Vous voyez le nombre de liaisons peptidiques et elle agit sur la prostaglandine alpha comme le montre ce schéma. J'ai détaillé l'action de ces molécules sur leurs récepteurs dans la vidéo, dans le cours, pardon. Je ne vais donc pas le détailler ici, faute de temps. De plus en plus de récepteurs à l'ocytocine dans le myomètre au cours du temps, et au plus on s'approche du terme de la grossesse. Ces deux molécules vont être ce qu'on va pouvoir administrer à une femme qui n'arrive pas à accoucher, qui est à terme par exemple et dont l'accouchement ne se réalise pas, ou une femme qui a perdu les os et où il y a risque pour le fœtus. Enfin, grand C, deux hormones qui agissent également, la noradrénaline. Alors je ne parle pas de ce qui se passe au cours de la gestation, relâchement du myomètre. Par contre, à terme, son action aboutit aux contractions également. La relaxine, elle, est une hormone de la famille de l'insuline et elle agit de la même façon à l'opposé pour le relâchement de l'utérus. Au moment du terme, eh bien, les récepteurs de cette relaxine disparaissent et elle va pouvoir aussi permettre le relâchement de la symphyse pubienne. Un schéma qui résume un peu toutes ces actions, un bébé qui est arrivé et une conclusion qui nous dit qu'après 9 mois de migration cellulaire, constitution d'organes, l'œuf a donné naissance à un beau bébé. Si chacune des étapes a été correctement réalisée, le bébé déclenche alors l'accouchement. L'organogénèse